Le piège de l'homme moderne, le suicide psychologique. Parlons du concept de suicide philosophique d'Albert Camus. Pour Camus, ce type de suicide fait référence à la décision d'un individu d'adhérer aveuglément à des dogmes souvent d'origine religieuse, peu convaincants, mais pratiques et faciles à accepter pour donner un sens à l'absurdité du monde. À défaut d'un suicide physique, le suicide philosophique a l'avantage de nous maintenir en vie, mais pourrait bien nous donner des airs de mort-vivant. Bien que vivant en apparence, nous sommes alors coupés de tout notre sens critique et de notre capacité à développer notre propre philosophie de vie et découvrir notre potentiel en dehors des sentiers battus. Camus critiquait d'ailleurs cette décision en remarquant que si la vie est absurde, entrer en religion l'est alors tout autant et ne peut pas être une solution. Friedrich Nietzsche, quant à lui, critiquait vivement les valeurs véhiculées par la société et la religion, affirmait qu'elles participent à une forme de morale des esclaves, où les individus sont excessivement humbles, manipulables et faibles d'esprit. Je veux pousser l'observation plus loin en évoquant un suicide psychologique. Je le définis comme le choix d'un individu de tomber dans la facilité et la paresse dans ses prises de décision quotidiennes, plutôt que de les soumettre à la rigueur d'une excellence morale. Le monde actuel, avec l'accès immédiat à des connaissances diverses et variées, devrait amener à une responsabilisation des individus. Seulement, prisonniers de nos mécanismes de récompense primaires, à savoir le besoin de manger, boire, se reproduire, augmenter son statut, le tout en faisant le moins d'efforts possible, et prendre des informations, nous agissons bien souvent de manière contraire à nos connaissances et de tout bon sens et laissons le bien-être immédiat ainsi que la facilité d'accès à des plaisirs guider nos actions. La cause est une incapacité à contrôler notre système de la récompense et à l'effet de dévaluation temporelle causé par la dopamine, qui nous pousse à être uniquement focalisés sur le plaisir à court terme et ignorer l'objectif pourtant plus vertueux à long terme. Nous sommes parallèlement devenus experts des petites phrases qui permettent de retourner une vérité en une autre et de justifier la moindre action. Voici des exemples de suicides psychologiques. Il y a par exemple la malbouffe et le recours très fréquent à des chaînes de fast-food, à des plats déjà préparés remplis d'additifs et de conservateurs. L'aspect rapide est souvent mis en avant avec des excuses comme « je n'ai pas le temps de cuisiner » ou bien le problème de l'argent « bien manger, c'est trop cher ». Alors que ces mêmes personnes s'achètent des téléphones portables à des prix conséquents et toutes sortes d'objets ou vêtements superflus. Similairement, combien de fois avons-nous affirmé que les chaînes de fast-food nous empoisonnent et y sommes retournés quelque peu après? Ou alors avons faussement évité la contradiction en achetant un plat tout préparé mais au moins d'aussi mauvaise qualité en supermarché. Prenons également l'exemple de la cigarette, dont nous connaissons le potentiel cancérigène et destructeur, mais que beaucoup continuent à allumer chaque jour au détriment de tout bon sens, et qui pourront le justifier de la manière suivante. Certes, c'est mauvais pour ma santé, mais ça me déstresse, donc c'est bon pour ma santé mentale. Voyons aussi l'usage de la pornographie, où les excuses pour en consommer pourraient être « je n'ai pas de partenaire et c'est un besoin naturel, rien de mal à cela ». Pourtant, il y a tout de mal à cela. À un niveau qui implique d'autres personnes, nous pouvons également citer l'acte de mensonge et de tromperie, qu'il soit dans le domaine familial, amical ou conjugal, avec l'usage d'excuses nous protégeant et nous mettant presque en position de victime. Par exemple, un homme ayant trompé sa femme pourrait dire « je suis un homme, j'ai des besoins de conquête et de toute façon les hommes sont polygames, et si tu ne me satisfais pas, c'est de ta faute ». Il y a dans chacun de ces actes et les excuses associées un renoncement conscient à une forme élevée de morale et de sens éthique personnel qui relève presque de la maladie mentale et en tout cas d'un manque de conscience certain. Mais dans le monde actuel, régi par les pulsions et le sens moral inversé, ces actions sont devenues la norme et les individus ne réalisent pas qu'ils s'écartent peu à peu de ce qui nous rend réellement humains. Précisons maintenant que tous ces actes, s'ils sont isolés, ne sont pas tous complètement préjudiciables et que certains, comme la malbouffe, peuvent être intégrés exceptionnellement dans une philosophie de vie assez souple où des écarts contrôlés ont lieu, sans toutefois devenir la norme. Il revient à chacun, dans sa liberté, d'élaborer son niveau d'exigence par rapport à la mise en place de certains comportements. Dans le cas où ces actes sont réalisés en pleine conscience avec la décision de se laisser aller à un plaisir et de le faire avec modération, il va de soi que les conséquences sont absolument différentes. Un individu qui décide en conscience de fumer une cigarette ou deux lors d'un événement social et qui réalise cet acte consciemment avec maîtrise pourra malgré tout être en adéquation avec des valeurs supérieures. Cependant, il va de soi que la réelle prise de conscience de la conséquence de nos actes nous guidera naturellement vers la meilleure solution à adopter, et lorsqu'il s'agit de drogue de n'importe quel type, l'abstinence catégorique semble être l'option la plus porteuse de sens. Dans le cas de l'infidélité, le problème n'est pas de vouloir avoir plusieurs partenaires. Le problème est de ne pas l'avoir dit et de mentir aux autres pour arriver à ses fins. Car cette incohérence entre la parole et les actes est une des pires qu'il puisse exister, car elle désunit l'individu, le rendant incapable de posséder une réelle cohérence interne et faisant de lui une machine à mentir. Le mensonge est l'emprisonnement mental par excellence, car un individu qui ment doit utiliser ses capacités cérébrales pour constamment améliorer ses faux scénarios et finit par s'y perdre. Le menteur est un malade qui cherche tant bien que mal à cacher sa maladie. Le réel problème est que nous pervertissons notre conscience en la laissant subir la loi de nos mécanismes primaires de satisfaction et de plaisir, comme des animaux. Même si nous ressentons parfois la sensation désagréable de faire quelque chose qui n'est pas bon ou juste, nous laissons notre animalité trancher.
Pourtant, tout notre potentiel d'être humain se trouve dans la conscience supérieure que nous pouvons avoir de nous-mêmes et de notre capacité à utiliser la volonté pour surmonter des envies et désirs immédiats dans une vision du futur plus juste et saine. Tous ces petits actes qui semblent insignifiants sont le reflet d'une société malade dans son ensemble, qui valorise le mensonge et la tromperie, inverse les valeurs et pousse les individus à s'éloigner d'eux-mêmes, de la vérité et de l'excellence morale. Le cynisme est une des autres conséquences de ce modèle de société, et comme il amène un désenchantement de l'individu et une perte de sens dans l'existence, aucun acte n'est interdit. Les individus se satisfont de principes tout faits qu'ils savent fallacieux, mais qui leur évitent la confrontation écrasante avec des valeurs supérieures qui demandent bien trop de responsabilité et d'efforts. Ainsi, puisque la vie n'a pas de sens et que l'on doit tous mourir un jour, quelle importance d'avoir mangé telle ou telle nourriture? Puisque certaines personnes vivent très longtemps en fumant, pourquoi s'en priver? Puisque les hommes sont polygames par nature, pourquoi rester fidèles? Puisque les femmes sont inaccessibles et vénales, pourquoi les fréquenter et ne pas visionner de la pornographie à la place, ou avoir recours à de la prostitution? Puisque le corps vieillit et s'affaiblit immanquablement, pourquoi faire du sport? Etc. On peut donc remarquer qu'à la base du problème de suicide psychologique se trouve l'absence de volonté de transcendance, l'absence d'idéal supérieur, pour pousser l'individu à rendre sa vie cohérente selon des valeurs morales et un sens éthique qui s'impose naturellement à lui lorsqu'il le découvre. La découverte de ce sens profond, cette puissance qui amorce tout changement durable, cet idéal, se trouve en chacun de nous. Mais accepter d'aller à sa rencontre et mesurer la responsabilité et l'éthique qu'il impose suffit à nous faire commettre le suicide psychologique et à s'entourer de mouvements et de bruit pour ne pas lui faire face. Car c'est dans le calme, dans la méditation, dans des périodes favorisant la créativité et l'introspection que la petite voix intérieure, étouffée ordinairement par le bruit des villes et le stress du train-train quotidien, peut refaire surface. L'écoute de ce désir profond, complètement différent des désirs éphémères et futiles de notre système de récompense, est celui de notre accomplissement personnel, de notre but dans l'existence. Ainsi, l'existence n'est pas sans but, nous sommes simplement coupés de lui par un environnement infernal qui nous séduit en permanence et nous empêche ainsi de voir plus loin que le bout de notre nez. Mais cet environnement ne peut pas être utilisé comme excuse pour notre faiblesse, à nous de le changer s'il ne nous convient pas. Et pour le changer, il nous faut nous changer nous-mêmes. Nous libérer des peurs qui nous habitent, des tracas, des mensonges, des compromis, pour viser une élévation de l'esprit au-delà des barrières qu'il s'est créées est essentielle pour entrevoir le changement. Et l'une des premières étapes de ce changement est la recherche de la cohérence. Le suicide psychologique doit être neutralisé pour ne plus avoir d'impact significatif sur nos vies. Pour cela, l'élévation de la conscience est absolument nécessaire. Avoir une parole et s'y tenir est un prérequis qui libère l'individu. On pourrait penser à tort, car ce monde le laisse croire, que d'être à cheval sur des principes éthiques et moraux est fatigant, ennuyeux et peu excitant, voire aliénant. En réalité, voilà encore le raisonnement d'une société qui promeut le plaisir à tout prix, les achats d'impulsion, le non-contrôle de soi et la débauche. Se maîtriser, ce n'est pas être rigide ni grave, c'est s'octroyer une liberté au sein d'un cadre que l'on a soi-même décidé. Cette liberté a de la valeur car elle se trouve confrontée à des limites qui sont celles de notre propre intégrité. Sans ce cadre, il ne s'agit plus de liberté mais de folie pure, dans laquelle un individu n'a plus de base, de centre, mais sombre dans la démence. Un individu sain possède une excellence morale qui s'impose à lui naturellement, car il décide de suivre le chemin de la vérité et du courage. Les tentations de ce monde qui nous font perdre nos quelques valeurs montrent bien à quel point nous sommes faibles. Aujourd'hui plus que jamais, il faut faire preuve d'un courage exceptionnel pour résister à la tentation permanente du plaisir sans souffrir, c'est-à-dire du plaisir immédiat sans avoir à fournir d'efforts, comme la pornographie ou encore la cigarette. Mais quiconque s'engage sur cette voie de la libération personnelle par l'intégrité et les valeurs morales pourra accéder à la forme ultime de bonheur, celle d'avoir vaincu son animalité et transcender ses peurs et névroses pour tendre vers une version supérieure de lui-même. Et ça vaut bien plus que tout l'or du monde.